Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, c'est le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Monsley, rebonjour. Rebonjour Da Fresh. Donc tu nous disais qu'on devait avoir un invité ce matin. Exactement, à la personne de lui, Patrick Mombo, qui est secrétaire général du Sénat. LPM. LPM, voilà, comme on aime les abréviations chez nous. Donc LPM, évidemment, il est secrétaire général du Sénat et également leader de la CONACYCED. Alors on le reçoit ce matin pour discuter de long en large avec lui sur certaines problématiques en rapport non seulement avec le fonctionnement du Sénat et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'éducation avec la grève lancée par la CONACYCED dont il est leader. Donc bonjour Monsieur Mombo. Bonjour Monsieur Mombo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. C'est moi qui vous remercie parce que vous me donnez une tribune ici pour m'exprimer ce matin. D'accord, ok. Alors, Monsley, nous, on t'écoute. Alors, la première question, évidemment, va dans le sens de savoir pourquoi aujourd'hui, on constate que dans le monde de l'éducation, notamment en ce qui concerne le Sénat, on se retrouve avec deux têtes. Qu'est-ce qui a favorisé cet état des choses? En ce qui concerne le Sénat, la situation date depuis pratiquement 3 ans. Donc, il y avait une crise qui couvait au sein du syndicat de l'éducation nationale. Malheureusement, nous avons tout fait pour que les choses puissent à l'interne trouver des solutions. Donc les problèmes puissent trouver à l'interne, trouver des solutions à l'interne. Mais ça n'a pas été. Donc pendant 3 ans, il y avait un problème de gouvernance au niveau du syndicat de l'éducation nationale. Le Sénat, membre de la CONACYCED, puisque nous avions été fondateurs de l'intersyndicale CONACYCED, mais le leader du syndicat de l'éducation nationale, en la personne de M. Mvemesa, a voulu que nous commettions l'infanticide, sinon tuer la CONACYCED. Et de manière unilatérale, il a décidé de retirer le Sénat de la CONACYCED. Et la gestion même du syndicat de l'éducation nationale est une gestion chaotique, scabreuse et opaque. Et donc nous avions beaucoup de choses comme ça que nous reprochions à notre camarade. Et à l'interne, nous avons tout fait pour essayer de préserver l'unité du syndicat. Malheureusement, ça n'a pas... Est-ce qu'on préserve l'unité du syndicat en passant par, on va dire, la calomnie ou encore l'injure publique? Parce que lorsqu'on assiste souvent aux réunions de la CONACYCED, on constate que ce qui avait été beaucoup plus mis en branle, c'est de dénoncer avec véhémence ce que vous dites aujourd'hui, des dérives de Fridolin Mvemesa, au lieu de chercher la voie du dialogue avec lui directement. Avant de sortir en public, c'est qu'à l'interne, je dis bien à l'interne, nous avons essayé de racoler les morceaux. Malheureusement, nous avons été incompris. Pour éviter d'être complices, alors nous avons pris un certain nombre de décisions. Donc le camarade Marcel Libama, qui était le numéro 2 du syndicat de l'éducation nationale à l'époque, votre humble serviteur et bien d'autres membres du bureau national et même du bureau provincial, et certains membres de la base du syndicat de l'éducation nationale, nous sommes restés fidèles à la CONACYCED. Lui, de manière unilatérale, avec un groupuscule de camarades, se sont retirés de la CONACYCED. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, de manière publique, nous dénoncions ce qui n'allait pas parce que nous devrions être taxés de complices par rapport un peu à ce qui s'est passé au niveau du syndicat de l'éducation. Comme quoi, par exemple, de façon plus concrète, il s'agissait de quoi? Quels étaient les reproches à l'endroit de Fridolin Mvemesa? Concrètement? Concrètement, je parle déjà d'un problème de gouvernance du syndicat. C'est vague comme en matière de gouvernance. Oui, le syndicat, dans son essence, la gestion du syndicat est d'abord collégiale. C'est-à-dire ce n'est pas un individu qui décide en lieu et place de tout le monde. Au niveau du syndicat, il n'y a pas de demi-dieu, il n'y a pas de Jésus-Christ. Et ça, nous fustigeons déjà cette manière-là de faire de notre camarade. En ce qui concerne même la gestion des comptes du Sénat, notamment nous avions un compte coopération, le compte Sénat OAJ. C'est un compte qui était uniquement géré par le camarade Mvemesa et le trésorier. Donc à un moment donné, nous avons découvert des malversations au sein de ce compte parce que le bureau national n'était pas du tout au courant. Et nous avons demandé le compte à M. Mvemesa qui nous a fait comprendre qu'il retirait de l'argent. C'était pour organiser le congrès de l'USAP. Quand on sait que pendant que le gouvernement donnait les subventions à l'USAP, il y avait une certaine somme d'argent qui était réservé pour l'organisation du congrès de l'USAP. Nous avions un bus, par exemple, le bus du Sénat, laissé par Madame Bitouga, qu'il a voulu brader. Il a fallu que nous nous levions
pour que ce bus puisse revenir au niveau du siège du syndicat. Et comme je vous l'ai dit tantôt, il a voulu que nous nous retirions de la CONACYCED, ce que nous n'avons pas accepté parce que pour nous, la CONACYCED était notre enfant. C'est nous qui avons mis en place la CONACYCED avec d'autres camarades syndicaux, d'autres syndicats. Donc, comme je le disais, nous ne voulions pas commettre l'infanticide. Et plusieurs comportements de notre camarade ne nous ont pas plu. Alors, le camarade Libama, qui était le numéro 2 du Sénat, votre humble serviteur et bien d'autres, nous avons décidé de prendre nos distances vis-à-vis du camarade, en espérant que les choses pouvaient s'arranger parce que nous avions attiré son attention. Malheureusement, pendant 3 ans, la crise a couvé comme cela et nous nous sommes retrouvés en fin de mandat en avril 2015. Le mandat a été terminé et le syndicat revient aux adhérents. Donc, il revient aux adhérents d'organiser le congrès puisqu'il ne l'a pas organisé dans les délais requis. Alors, nous avons organisé le congrès du 20 au 21 juin 2015 et j'ai été porté à la tête du syndicat des enseignants de l'éducation nationale. Donc, déjà au niveau de la dénomination, il y a une différence entre le syndicat de l'éducation nationale et le syndicat des enseignants de l'éducation nationale dont je suis le secrétaire général. C'est vrai qu'à l'origine, le Sénat à l'époque de M. Ngouango et de Mme Bituga, c'était le syndicat des enseignants de l'éducation nationale. Ce n'est qu'au congrès de 1999 que le Sénat des enseignants de l'éducation nationale est devenu syndicat de l'éducation nationale, donc ayant perdu un E. Donc, parallélisme de forme oblige, au congrès de 2015, les adhérents ont jugé utile d'exhumer l'enseignant, c'est-à-dire le syndicat des enseignants de l'éducation nationale. Alors, je suis secrétaire général du syndicat des enseignants de l'éducation nationale depuis le congrès du 20 et 21 juin 2015. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans l'esprit des enseignants ou encore les membres des différentes structures, il y a comme aujourd'hui un bicéphalisme parce que beaucoup d'enseignants ne savent plus à qui s'adresser pour défendre leurs intérêts. Pas de tous les côtés. Il n'y a pas de bicéphalisme. Les enseignants sont des hommes et des femmes intelligents. Puisque pendant même les 3 ans, lorsque la crise couvait au sein du syndicat de l'éducation nationale, la majorité des membres du Sénat étaient bel et bien avec nous. Donc nous qui étions fidèles à la CONACYCED. Et aujourd'hui, c'est nous qui avons pratiquement toute la base du Sénat. Il n'y a qu'à aller voir les assemblées générales au niveau de la pairie puisqu'il s'est accroché. Il est instruit de leçons politiques à l'image des hommes politiques de ce pays, puisqu'il n'a pas voulu décrocher. Il a préféré organiser un pseudo-congrès avec des non-enseignants. Mais il y avait quand même des membres venus de l'intérieur du pays qui sont venus assister à ce congrès, les délégations provinciales. Ce qu'on dit, c'est que vous avez organisé votre congrès avec des membres proches de vous. Malheureusement, c'est nous qui avions plutôt même les membres en exercice à l'intérieur du pays. Ceux qui sont venus de l'intérieur du pays, soi-disant à son congrès, c'est des gens qui n'étaient plus du tout en exercice. Je peux vous citer des cas. Vous aviez par exemple un sénateur suppléant qui est directeur d'école au niveau de Mouila. Il n'était plus provincial du Sénat dans Langounier. Et ils sont nombreux comme ça qui sont arrivés à son congrès. Et je vous dis qu'il y a des non-enseignants qui ont bel et bien pris part à son congrès. Et il n'y avait pas match entre le congrès que nous avions organisé les 20 et 21 juin 2015 au niveau de la Chambre de commerce et le congrès que lui, il a organisé au niveau du Conseil économique et social. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, ce qui se passe, vous êtes réellement en challenge avec Fridolin. Non, mais déjà, au niveau de la légitimité, Monsieur Fridolin n'a pas à me disputer la légitimité du Sénat. Parce que lui, déjà, lorsqu'il arrive en 2007, si vous ne connaissez pas l'histoire, j'ai œuvré pour que ce monsieur-là soit à la tête du syndicat des enseignants de l'éducation nationale. Donc, vous ressentez ça comme une trahison? Non, c'est pas... Bon, ça a été une trahison parce que nous croyons en un idéal. C'est-à-dire, nous nous sommes dit, nous formions une équipe et nous allons réellement répondre aux attentes, aux aspirations des enseignants, de nos syndiqués, c'est-à-dire défendre les intérêts matériels et moraux de nos membres. Malheureusement, lorsque le camarade dévie de la ligne syndicale, nous ne sommes pas prêts à être complices de cette déviation syndicale. C'est pourquoi nous avons pris nos distances pour éviter d'être taxés de complices. Et ça, les membres du syndicat de l'éducation nationale le savent très bien, avant même la tenue du congrès, parce que nous avons espéré... Mais moi, je voulais demander quelle est la relation entre défendre les intérêts matériels et moraux de vos membres et assurer l'éducation de la jeunesse gabonaise avec le nombre d'années blanches qui existe depuis que vous avez commencé dans vos mouvements. Le nombre de perturbations. Parce que si on cumule les mois depuis 2009, les mois de grève, ça va faire plus d'1 an, 1 an et quelques mois sans cours.
Comment on fait ça? Comment on rallie les intérêts matériels et moraux des membres d'un syndicat? Les intérêts des apprenants. Et les intérêts des apprenants. Là, vous posez deux questions, je dirais, totalement différentes. Nous parlons du fonctionnement du syndicat, notamment le syndicat de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, syndicat des enseignants d'éducation nationale, dont je suis le secrétaire général. Et nous avions une mission première, c'est-à-dire le syndicaliste, c'est-à-dire la personne qui est dévouée même à la chose syndicale, c'est celui-là qui travaille en permanence pour le syndicat, parce qu'il y a une différence entre un syndiqué et un syndicaliste. Un syndiqué, c'est celui-là qui a tout simplement rempli une fiche d'adhésion et qui par moment répond aux appels du syndicat. Quant au syndicaliste, c'est celui-là, non seulement il a rempli une fiche d'adhésion, mais qui travaille en permanence pour le syndicat, c'est-à-dire il va apposer des affiches, il va faire des communiqués pour le syndicat. En fait, tout ce dont le syndicat a besoin, il est toujours là. Et nous, en tant que syndicalistes, en tant que leaders syndicaux, nous avons donc pour mission première de défendre donc les intérêts matériels et moraux de nos membres, de promouvoir et défendre les droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les droits syndicaux sont des droits humains. Donc, déjà au niveau même du syndicat, si nous avons été portés à la tête de structures syndicales, nous ne devons pas faillir à notre... Est-ce que votre Sénat est reconnu par le ministère de l'Intérieur? Les syndicats, bon, le ministère de l'Intérieur, oui, via la mairie, parce que ce sont les mairies qui délivrent les récépissés de dépôt des statuts. Je vous dis déjà que je ne voudrais pas peut-être accoler à mon syndicat l'épithète de syndicat originel. Je vous dis bien à l'origine, le syndicat... Mais il avait été plus ou moins mis à plat avec ce qu'il y a eu comme changement, comme vous avez dit, en perdant le E. Le réexhumer ne signifie pas pour autant que c'est une reconnaissance de facto par les autorités. Le syndicat est bel et bien reconnu parce que nous avions adressé non seulement des courriers à toutes les institutions, et nous avons même reçu un retour d'une correspondance de monsieur le Premier ministre. Donc, lorsque monsieur le Premier ministre répond au syndicat des enseignants d'éducation nationale, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que nous sommes reconnus. Tous les syndicats, excuse-moi, tous les syndicats, que ce soit le Sénat, la CONACYSAD ou les Sénats, la CONACYSAD, vous vous battez en quelque sorte pour la même chose en fait, pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants et puis des conditions de travail et puis en général l'amélioration de l'éducation au Gabon. Mais quand vous faites la guéguerre tous ensemble, est-ce que vous ne pensez pas qu'on s'éloigne un petit peu des missions? Parce que je vais expliquer pourquoi je dis qu'on fait la guéguerre. Qu'on reçoive quelqu'un qui soit du Sénat, en fait, lorsqu'il parle, c'est toujours non, nous ne sommes pas la CONACYSAD. Quand on reçoit quelqu'un de la CONACYSAD, nous ne sommes pas le Sénat. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux de vous mettre, vos forces. Voilà, d'unir vos forces pour défendre les mêmes choses, parce que comme ça, on va peut-être plus vous écouter, et vous aurez peut-être plus gain de choses en fait, de cause au lieu de vous bagarrer. Il y avait aussi un autre mouvement l'année dernière là, ça s'appelait comment? Il y a eu tellement de... Avec l'enseignant de l'université. Oui, la dynamique unitaire. Voilà, ça c'est une autre... Moi je pense que vous êtes des... structures. Maintenant, il faut recadrer les choses. Oui. La question qu'on pose... Oui, si je reviens à ta question. Le parallèle qu'elle tire ici, c'est de savoir si la diversification ou bien la diversité des syndicats ne cause pas préjudice aujourd'hui au mouvement de revendication dans le monde de l'éducation. Même pas la diversité, parce qu'on peut toujours avoir beaucoup de syndicats, mais plus la querelle qu'il y a entre les différents syndicats. Merci. Il faudrait d'abord dire que le fonctionnement, disons la naissance des syndicats, c'est pas au Gabon que nous l'avons connu. Hein. Nous nous inspirons certainement de la France, qui a été notre pays colonisateur, il faut le dire, parce que pratiquement tout nous copions des Occidentaux, et notamment de la France. Il faut dire que le fonctionnement même des syndicats, la sissiparité ne date pas d'aujourd'hui, même au niveau de la France. La CGT, la Confédération Générale des Travailleurs de France, à un moment donné, lorsque certains avaient jugé que la branche de la CGT voulait peut-être relier l'action syndicale à l'action politique, en fait, il y avait un certain nombre de divergences. Au sein même de la CGT est née la CGT-FO, c'est-à-dire la Confédération Générale des Travailleurs Force Ouvrière. Est-ce que ça ne porte pas préjudice
aux revendications des salariés ou des travailleurs de façon générale, notamment en ce qui concerne le monde de l'éducation? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On dit généralement qui s'assemble se ressemble. Si nous ne sommes pas tous mus par le même souci de défendre les intérêts matériels et moraux de nos membres, si parmi nous, il y a ce qu'on appelle les syndicats jaunes, c'est-à-dire les syndicats qui sont à la solde du gouvernement, qui œuvrent pour le gouvernement et qui font semblant d'agiter l'épouvantail à un moment donné en disant nous défendons les causes de nos membres. Or, en réalité, ils sont là pour œuvrer pour la cause du gouvernement. Est-ce que c'est le cas du Sénat dirigé par Fridolin Vemessa? Vous avez posé une question, je suis en train de répondre à votre question. Donc, si vous voyez qu'il y a certainement une diversité de syndicats, et si nous n'arrivons pas à unir notre action, parce que je vous rappelle déjà que nous avions mis en place la CONACYCED depuis 2008. Oui. Jusqu'en 2012, nous étions bel et bien ensemble. Donc, y compris M. Vemessa et tous les autres syndicats membres de la CONACYCED. Nous avions obtenu plusieurs victoires au sein de la CONACYCED. Mais lorsque vous étiez unis. Même jusqu'à présent, nous continuons à obtenir des victoires. Mais nous ne pouvons pas contraindre, on n'a pas les moyens légaux pour contraindre un individu à demeurer aussi longtemps ou bien éternellement dans un groupe. Chacun de nous jouit d'une certaine liberté. Si à un moment donné ou à un autre, quelqu'un estime que je ne trouve plus mon compte dans le grand groupe, il est libre de se retirer. Maintenant, il faut savoir vraiment le camp dans lequel nous nous situons. Est-ce que le camp dans lequel nous nous situons aujourd'hui, c'est le camp qui défend réellement les intérêts des travailleurs, ou c'est le camp qui fait semblant de défendre les intérêts des travailleurs et qui est avec le gouvernement? Est-ce que vous voulez dire que Fridolin Vemessa fait semblant avec son Sénat de défendre les intérêts des enseignants? Je puis l'affirmer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous sommes certainement divergents avec lui et nous nous sommes retirés certainement. Et comment vous expliquez que quelqu'un qui est déjà membre d'un parti de l'opposition en soi a prêté le flanc au pouvoir? Parce que de qui parlez-vous? Qui est membre du parti? De Fridolin, il est membre de l'Union nationale. Mais vous n'avez pas entendu, je ne sais pas, ici sur votre chaîne de radio où j'ai suivi un opposant célèbre qui a parlé des chevaux de Troie. J'ai suivi. C'est passé, je crois, à la, oui, bien sûr. à la télévision. Donc, quelqu'un peut estimer être de l'opposition. Cela ne voudrait pas forcément dire que celui-là, parce qu'il est de l'opposition, il est certainement celui-là qui défend les meilleurs, disons, les intérêts des travailleurs. Dans la CONACYCED, nous avons une diversité des opinions politiques. Il y a ceux qui sont de la majorité, il y a ceux qui sont de l'opposition. Mais lorsque nous sommes au niveau de la CONACYCED, nous ne parlons pas de politique. Nous mettons d'abord en avant l'intérêt général des Mais comment on peut mettre en avant l'intérêt général des travailleurs quand on sait qu'on a des positions politiques affichées? Non, mais tout citoyen est libre. Oui, mais tout citoyen est libre d'avoir une position politique. Mais quand vous êtes de l'opposition, prenons le cas, vous êtes un parti politique qui est opposant au parti au pouvoir. Le parti au pouvoir prend des dispositions. Les chefs de vos partis ne sont pas d'accord avec ces dispositions. Comment vous, en tant que syndicaliste, vous arrivez à satisfaire les intérêts de la population qui est sous la direction du parti au pouvoir alors que vous êtes un opposant? Je vous rappelle que la convention numéro 87 de l'Organisation internationale du travail portant sur la liberté syndicale, en son article 3, est claire. Les organisations syndicales élaborent leur programme d'activité, élisent librement leurs membres, élaborent également librement leur statut. Ça consacre ici l'indépendance et l'autonomie des syndicats. Les syndicats ne sont pas sous la botte, sous la tutelle des partis politiques, encore moins sous la tutelle d'un quelconque gouvernement. Les syndicats fonctionnent de manière autonome. Les patrons du syndicat, c'est la base. Et c'est pourquoi au niveau de la CONACYCED, nous disons tout le pouvoir à la base. Donc au niveau de la CONACYCED, nous ne savons pas qui est qui fait quoi. Lorsque nous sommes au niveau de la CONACYCED, nous parlons de syndicalisme uniquement et nous... En toute impartialité. En toute impartialité. Et nous ne recevons les ordres que de la base de la CONACYCED. Parce que nous, en tant que syndicalistes, en tant que syndicat, nous sommes autonomes. Mais la base est influencée par les informations qu'elle reçoit de la tête. Nous sommes indépendants. Malheureusement, je ne sais pas de quelles informations vous parlez. Mais lorsque vous faites les speeches devant l'Assemblée, c'est à partir de ces speeches-là que l'Assemblée décide de plus ou moins de prendre position. Ben, bien sûr. Non, mais au niveau de la CONACYCED, vous savez que nous sommes des enseignants. Et l'enseignant, c'est quand même celui-là qui a façonné le monde. Oui, mais il peut être manipulable comme tout le monde. Non, c'est un enseignant, on ne manipule pas facilement un enseignant. Monsieur Mombo, on manipule tout le monde. Non, on ne manipule pas tout le monde. Parce que si on manipulait tout le monde, Monsieur Mombo que je suis,
je ne serais même plus membre de la CONACED, je serais déjà de l'autre côté parce que il y a beaucoup de leaders syndicaux. L'autre côté, c'est où? De l'autre côté, vous le savez très bien, c'est-à-dire du côté de... Nous sommes du côté des enfants parce qu'on a des enfants qui doivent aller à l'école. Quand je parle de l'autre côté, c'est-à-dire je fais semblant de faire du syndicalisme. Or, en réalité, je suis du côté de la politique. Du Très gouvernement. bien. Alors, depuis le 4 janvier, la CONACYCED a engagé un mouvement de grève. De quoi s'agit-il exactement cette année? Oui, la CONACYCED est en grève depuis le 4 janvier 2016. Par ricochet, le Sénat, votre Sénat en même temps. Oui, le Sénat, parce qu'il faut d'abord dire ici, je vais présenter brièvement la CONACYCED. La CONACYCED est une intersyndicale, c'est-à-dire une association, un groupement de syndicats qui œuvrent pour des objectifs communs. Il y a le Sénat, donc le syndicat des enseignants d'éducation nationale, dont M. Mombo est secrétaire général. Nous avons le SAEG, le syndicat autonome des enseignants du Gabon, dont M. Ndonyezo est le président et par ailleurs délégué général de la CONACYCED. Nous avons le SNEPS, le syndicat national des enseignants de l'éducation physique et sportive. Nous avons la FESENA, donc la Fédération syndicale des enseignants de l'éducation nationale. Nous avons la FNC, la Fédération nationale des syndicats de l'éducation. Nous avons le SINAGES, le syndicat national de la jeunesse et sport, et nous avons le SINETECPRO, le syndicat national de l'enseignement technique et professionnel. Donc, nous avons en tout 7 organisations syndicales au sein de la CONACYCED. Si nous sommes en grève depuis le 4 janvier, c'est tout simplement parce que le gouvernement, une fois de plus, ne respecte pas ses engagements contractés devant la CONACYCED lors des négociations de 2013, à l'époque de l'ancien Premier ministre, M. Raymond Ndonsima. Il s'agit entre autres de points suivants. C'est-à-dire nous récusons ici le point sur l'avancement exclusif au mérite. Vous savez très bien qu'avec la mise en place du nouveau système de rémunération, malheureusement depuis le 1er janvier 2016, les avancements automatiques à l'ancienneté n'existent plus au niveau de la fonction publique. C'est désormais l'avancement exclusif au mérite. Et vous entendez bien l'adjectif exclusif au mérite. Or, pour nous récusons cette mesure qui est arbitraire et subjective parce qu'elle va à l'encontre du Code de déontologie de la fonction publique en son article 9 qui dispose de ce qui suit. L'administration est neutre. Elle ne saurait exercer un traitement discriminatoire vis-à-vis de ses agents en raison des considérations subjectives. Lorsqu'on sait que la notation en ce qui concerne la prime d'incitation à la performance, la PIP, a connu des limites, raison certainement pour laquelle le gouvernement a supprimé la PIP. Lorsqu'on dit maintenant aujourd'hui, pour pouvoir dérouler votre carrière, pour avancer dans votre carrière, c'est votre chef hiérarchique qui doit désormais vous noter. Vous comprenez ici que nous tombons en plein dans la subjectivité et nous violons la disposition donc du Code de déontologie de la fonction publique à son article 9. Et la recommandation OIT UNESCO interdit le salaire au mérite pour les enseignants que nous sommes. Et nous remarquons également qu'en ce qui concerne le nouveau système de rémunération, la grille de bonification indiciaire qui devait normalement exister pour les enseignants que nous sommes par rapport à la spécificité de notre métier, cette grille de bonification indiciaire n'existe pas du tout. Et dans le calcul même de la pension retraite, aujourd'hui, la PIF, quoique imposable, n'est pas prise en compte dans le calcul de la pension retraite. Donc les enseignants que nous sommes, nous ne pouvons pas rester indifférents quant à cette manière de faire du gouvernement. Nous nous rendons compte que le gouvernement nous a arnaqué les agents de l'État que nous sommes, raison pour laquelle nous remettons en cause cette disposition, donc l'avancement exclusif au mérite. Donc c'est à cause de ça qu'on bloque les cours. C'est l'un des points. Je suis en train d'énumérer les différents points qui nous amènent à être en grève. Agent de l'État que vous êtes, enseignant que vous êtes, Gabonais que vous êtes, quand vous arrêtez, comment vous percevez la grève du point de vue des élèves, en fait? Parce que de plus en plus, c'est la même question que j'ai posée à M. Fridolin. De plus en plus, vous faites la grève et de plus en plus, on entend des réactions comme le niveau intellectuel des enfants baisse de plus en plus. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez votre part de responsabilité là-dedans? Parce que chaque année, les cours sont arrêtés. Donc, chaque année, le programme qui doit être fait sur 9 mois est fait sur 6 mois. Et certainement, en dehors de cette question d'avancement au mérite, il y a le reste des points, ce sont des points qui sont connus pratiquement depuis 4 ans, 5 ans, et qui, finalement, on a l'impression que ça devient comme un chantage à l'égard même, pas seulement du gouvernement, mais à l'égard surtout des apprenants, parce qu'on voit que lorsqu'il y a un mouvement de grève au niveau des enseignants, c'est là où les élèves aussi profitent, eux aussi, à lancer des mouvements comme ce qu'on a enregistré depuis quelques temps, notamment au lycée technique Omar Bongo, de Ntoum, mais également au lycée d'État dernièrement.
Oui, mais je pense que la particularité de l'émission, je pense qu'elle est d'abord pédagogique. Nous sommes là pour édifier l'opinion. Donc, lorsque vous posez une question, j'aimerais que vous me laissiez aller au bout certainement de ma réponse. Je voudrais d'abord dire... Nous sommes gérés par le temps, en fait. Oui, nous sommes gérés par le temps, mais il est aussi question ici d'édifier l'opinion. Lorsque la jeune demoiselle me pose la question de savoir si nous privilégions uniquement nos intérêts par rapport aux intérêts des élèves, et tout à l'heure, elle a fait allusion à la grève de M. Fridolin. Je vous dirais que M. Fridolin n'a jamais fait de grève. Parce que même lorsque nous étions ensemble... Non, je disais que c'est la même question que je lui ai posée, en fait. Oui, mais je vous dis aussi quelque chose, c'est que M. Fridolin n'a jamais fait de grève. En 2011, nous avions été suspendus des salaires. Nous avions été surpris de découvrir un document où M. Fridolin écrit à son directeur général au niveau de l'ENI. Donc, il donnait les cours pendant que nous ne le savions pas. Nous étions à la période, nous croyons que tous nous étions en grève. Malheureusement, M. Fridolin n'a jamais observé de mouvement de grève. Et il a fait semblant de dire qu'il allait en grève. Si vous avez bien suivi, la CONACED va en grève le 4 janvier. Et 2 semaines après, il fait semblant de dire qu'il va en grève. Pour une semaine plus tard. Dire quand même qu'il fait semblant. Vous voyez qu'on ne répond pas à la question. On a vu. Oui, vous voyez qu'on ne répond pas à la question. On est plutôt dans le problème de M. Fridolin. Non. On vous demande Je réponds à la question parce que tout à l'heure, elle a fait allusion à la grève. Ce n'est qu'une allusion aussi. Ce n'est qu'une allusion. Non, mais le plus important, il faut c'est de savoir. clarifier. C'est pour dire que, généralement, voilà le type de syndicaliste jaune qui agite l'épouvantail d'une grève, qui en réalité est avec le gouvernement. C'est-à-dire ici, c'est pour venir embrouiller le message de la CONACED sur le terrain. Bien, au-delà de l'avancement au mérite qui est aujourd'hui contesté par la majorité des agents publics, pas seulement de l'éducation, oui, mais également... Qu'est-ce qui est en réalité avec le gouvernement? Le gouvernement veut que les enfants aillent à l'école. Donc vous êtes contre que les enfants aillent à l'école? Nous ne sommes pas contre le fait que les enfants... Mais les enfants ne vont pas à l'école? Nous ne sommes pas contre le fait que les enfants aillent à l'école. Parce que pour vous, donc, en dehors du point être du côté du gouvernement, c'est une mauvaise position. Non, être du côté du gouvernement, parce que le gouvernement aujourd'hui constitue les bourreaux des enseignants. On peut pas les enseignants constituent les bourreaux comme expression bourreau. Et les enseignants constituent les bourreaux des élèves, des deux enfants qui vont à l'école chaque matin. Les enseignants ne constituent pas les bourreaux des élèves. Sous un angle, les parents d'élèves peuvent penser cela. Moi, je suis un père de famille qui a des enfants qui vont à l'école. En dehors du point donc je pense ça de vous. L'avancement au mérite, nous avons le problème du paiement de la PIP deuxième trimestre 2015. Ça fait 9... Est-ce que c'est pas un vieux problème là? Ce n'est pas un vieux problème. L'article 118 de la loi 1/2005 portant statut à la fonction publique est clair. Tout agent de l'État mérite une juste rémunération après service fait. Ça fait 9 mois, donc la dite PIP, nous devions la percevoir depuis juin 2015. C'est un droit, ce n'est pas une aumône. Et l'enseignant n'a pas signé le contrat de pauvreté avec l'État gabonais. Ça fait 9 mois que nous attendions cette prime d'installation à la performance. Et j'ai ici un document. Vous pensez que vous êtes assez performant pour recevoir cet argent? Nous le sommes. Nous sommes même vu la qualité de l'éducation qu'il y a aujourd'hui. Nous sommes plus performants même que le gouvernement. Vous avez cette note-là où on devait payer la PIP le 24 novembre, signée de M. Hugues Mbadinga Madia, qui est le secrétaire général adjoint au niveau de... C'est une note adressée au directeur du Trésor. Donc, depuis le 24 novembre, nous avons cette note. Général de la comptabilité. Voilà, qui avait été adressée au directeur du Trésor. Le 24 novembre, si vous pensez que si le gouvernement voulait réellement que les choses ne se gaspillent pas sur le terrain, on aurait pu payer cette PIP avant même les fêtes de fin d'année. Il y a le problème des vacations aux examens de 2015. Mais ces examens-là, moi, je trouve pas de raison qu'on en vienne aujourd'hui à discuter sur la question des vacations, étant donné que la CONACED l'année dernière avait appelé à l'observation de l'année blanche et les gens ont insisté à repartir. La CONACED n'a jamais appelé à... Oui, entre griffes, parce que quand vous faites une grève de 3 mois à la CONACED, ça sous-entend qu'on... Laisse ton interlocuteur. La CONACED n'a jamais appelé à l'observation d'une année blanche. N'étouffe pas ton... Nous avons appelé plutôt au boycott des examens. Mais toujours est-il que la CONACED, étant une organisation syndicale, une suprastructure, c'est tout à fait normal que nous prenions toujours en compte les préoccupations de nos camarades. Donc, les examens se sont déroulés depuis le mois de juin et juillet, juillet et août, jusqu'à ce jour. Les vacations ne sont pas payées. Il nous reste une partie des vacations, 1,8 milliard, BEPC, ENI. La PIP pour l'éducation nationale, c'est 8 milliards. En gros, ça fait 10. On aurait pu éponger la dette due aux enseignants
plutôt que d'organiser la course cycliste à Missabongo. Nous avons la construction des établissements scolaires. C'est quand même un parallèle que je ne peux pas vous permettre. Nous avons la construction des établissements. Ça n'a vraiment rien à faire. à voir avec Qui organise la tropicale? Qui organise la tropicale? C'est pas l'État gabonais qui organise la tropicale. Si l'éducation était une priorité dans notre pays, l'éducation est une priorité, vous pensez sauf que les on doit éviter de promouvoir un sport comme celui du cyclisme qui donne au pays simplement parce qu'on mais si on parce que les enseignants font la surenchère. Si on ne fait pas la tropicale du cyclisme, en quoi les enseignants profitent-ils de l'organisation? Mais les enseignants ne sont pas la seule composante ou bien les agents de l'État. En quoi les agents de l'État? Est-ce que les agents de l'État sont la seule composante du pays? Donc, en dehors du problème des vacations, nous avons la construction des établissements scolaires. En 2010, il y a eu les états généraux. Il y avait le programme à court, moyen et long terme. Le programme à court terme est expiré depuis 2013. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucun établissement scolaire n'a vu le jour. Mais est-ce que vous le problème au moins qu'il y a eu la construction de quelques le complément en termes de construction de salles de classe dans certains établissements? Il n'y a eu un renforcement de capacité. Il n'y a eu aucune construction d'établissements scolaires. Du moins des salles de classe. Il n'y a rien eu. Vous ne direz pas qu'à Angema, il n'y a rien eu. Il y a un bâtiment tout neuf qui a été monté à Angema au lycée de Siban. Vous vous souvenez qu'en 2013, l'année scolaire 2013-2014, à l'époque, M. Mundunga était ministre de l'Éducation nationale, on a fait mentir à M. le Président de la République lors d'un discours à la Nation que 400 salles de classe devaient voir le jour. Jusqu'à ce jour, nous attendons les fameuses... Mais quand vous faites le ratio avec ce qui a au moins été construit, ça donne combien à peu près? Lorsqu'on réhabilite les salles de classe existantes, on ne parle pas de construction. Lorsqu'on érige les établissements primaires, en établissement secondaire, le cas de l'école pilote qui est devenue le CES du centre, le cas de l'école publique de Batavia qui est devenue le CES Batavia, on ne parle pas ici de construction des établissements scolaires. Bien au contraire, on est en train de supprimer même les établissements primaires au profit des établissements secondaires. Mais ça, c'est pas l'ordre du jour de votre grève. Très bien, vous avez reconduit le mot. Ça fait partie des points de notre cahier. Monsieur Mombo, moi je vous pose la question. Ça fait partie des points de notre cahier je vous pose la question de charge. En tant que père de famille. Oui. Parce que j'ai 4 enfants qui vont à l'école. Et je vous pose sérieusement la question. Est-ce que vous ne prenez pas en otage l'avenir de nos enfants pour vos biens matériels? Les enseignants que nous sommes, nous ne prenons pas en otage. Nous ne prenons pas en otage les enfants. Nos enfants, parce que ce sont aussi nos enfants, nous sommes des parents d'élèves, contrairement à ce que les uns et les autres pensent. Si les enfants sont pris en otage, il faudrait d'abord dire ici que les enseignants que nous sommes, nous-mêmes aussi, nous sommes d'abord pris en otage par le gouvernement. Si on dit que les enfants ont des droits et que les droits des enfants doivent être protégés par les adultes que nous sommes, si nous, adultes, censés protéger les droits des enfants, nous-mêmes déjà, nos droits sont bafoués et nous sommes pris en otage, vous comprenez ici que s'il y a quelqu'un qui prend les enfants en otage, et les enseignants, c'est le gouvernement. Donc, ce n'est pas les enseignants que nous sommes. L'année scolaire, pour la première fois, si vous remarquez bien depuis un certain nombre d'années, nous avons commencé l'année scolaire sans être en grève. Nous avons fait dérouler le premier trimestre sans problème. Mais c'est la stratégie que vous adoptez à chaque fois. Non. À chaque fois. On démarre à prendre l'impression. Généralement. Le deuxième trimestre, c'est vraiment le trimestre où tout... Généralement, la CONACED a toujours lancé les mouvements de grève en début d'année scolaire. Ce qui n'a pas été le cas. Mais c'est 3 aides. Nous avons laissé une période de grâce. Il n'y a pas que les enseignants qui attendent la PIP, il y a d'autres composants du gouvernement. Nous avons laissé une période de grâce aux nouvelles autorités ministérielles. Malheureusement, ils n'ont pas su capitaliser cette période de grâce. Est-ce que vous êtes toujours en discussion avec la tutelle? Je vais vous surprendre. Votre partenaire? Je vais vous surprendre. Depuis que notre tutelle est arrivée, malheureusement, malgré le dépôt du cahier de charges, ils n'ont jamais appelé la CONACED à ouvrir les négociations. Est-ce que c'est pas le caractère virulent? Non, à chaque fois que nous nous sommes rencontrés avec le ministre de l'Éducation nationale, ça a été toujours à l'initiative de la CONACED parce que c'est nous qui avons toujours demandé des audiences. Donc nous avons une correspondance à monsieur le ministre et c'est à cet instant-là que le ministre répond. Et vous voulez nous dire que le ministre ne s'intéresse pas à la question de la résolution de la mouvement de grève? Depuis le déclenchement de la grève, depuis le 4 janvier, il a fallu des intermédiaires, notamment Mme Annie-Fleur Bacheli, le Conseil national de la jeunesse, pour avoir des rencontres avec le ministre. Qu'est-ce qui coûte au ministre de l'Éducation nationale d'appeler la CONACED et d'ouvrir les négociations et pour peut-être espérer trouver les voies de sortie de crise? Peut-être parce que le ministre pense que vous faites de la surenchère. Non, nous ne faisons pas la surenchère. Vous n'êtes pas la seule composante de l'État qui a... Mais également, certainement qu'il a aussi peur de la violence verbale dont avait été victime, par exemple, Ida Reteno à son époque. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés avec le ministre, c'était le 26 janvier. Donc, grâce au Conseil national de la jeunesse. Et ce jour, le ministre nous disait ceci, qu'il attendait, il ne pouvait pas trahir les secrets du gouvernement parce que la veille,
ils ont eu une séance de travail autour de M. Le gouvernement a laissé pendant 6 heures et qu'il fallait que le porte-parole du gouvernement vienne annoncer des mesures fortes. Et les fameuses mesures fortes, c'était de dire qu'on va payer les vacations en mars 2016, comme si les enseignants n'avaient pas suffisamment attendu. Les fameuses mesures fortes, c'était de dire que la PIP va être payée à partir de fin février jusqu'en juillet 2016. Et que les enseignants auront la primauté. Mais nous rejetons ce chronogramme parce que les enseignants ont beaucoup attendu. Est-ce que c'est pas en fonction de la disponibilité du budget? Et il était question. Alloué à la question. Oui, et il était question que après donc l'annonce de ces mesures fortes, que le lendemain, il nous appelle à nouveau pour qu'ensemble nous apprécions les fameuses mesures fortes. Malheureusement, à ce jour, nous attendons toujours l'appel du ministre de l'Éducation. Et est-ce que vous avez en retour cherché à le contacter? Mais à chaque fois, c'est nous qui faisons tout pour le contacter. Cette fois-ci, lui-même, il nous dit, après l'annonce des mesures fortes, je vous appelle. Mais nous attendons qu'il nous appelle. Très bien. Dernière question. Si on paye la PIP et les vacations, est-ce que les enseignants, membres de la CONACYSED et du Sénat sont prêts à regagner les salles de classe? Je disais tantôt que le cahier de charge de la CONACYSED qui compte 17 points, il n'y a pas que le seul point. Est-ce que tous ces points-là peuvent être satisfaits au même moment? Il y a les situations administratives qui sont bloquées. Oui, parce que déjà en décembre 2015, il était question que nous ayons une réunion entre le ministre, en novembre 2015. Donc tant que les points-là ne sont pas... Nous devions avoir une réunion entre le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la fonction publique et la CONACYSED, parce que la situation sur le point sur la régulation des situations administratives, parce que les recrutements, les intégrations, les titularisations sont bloqués au niveau de la fonction publique. Et nous avons demandé que le dossier du pré-primaire puisse connaître un aboutissement définitif au plus tard décembre 2015. Nous étions tombés d'accord. Malheureusement, la réunion avec le ministre de la fonction publique n'a jamais eu lieu. Mais il y a eu une réunion quand même avec le Sénat de Fridolin Vemessa récemment, au cours de laquelle on nous parlait d'à peu près 500 dossiers qui avaient été décantés, qui ont trouvé des réponses aux exigences. Maintenant, les autres étaient en cours. Est-ce que... Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Quand je vous dis que M. Vemessa fait le jeu du gouvernement, il n'y a rien de nouveau que M. Vemessa nous annonce que la CONACYSED ne connaît pas. Lorsqu'il parle de la suppression de l'APC, le ministre nous avait déjà parlé de la suppression de l'APC, c'est-à-dire l'approche par les compétences de base. Et malheureusement... Est-ce que vous participez aux travaux pour l'élaboration d'un nouveau programme capable de remplacer l'APC? Les travaux, on participe à quels travaux? Est-ce que nous avions été conviés à une quelconque séance de travail pour participer aux travaux? Nous vous disons très bien, nous disons bien que la tutelle ne sait pas du tout négocier, c'est-à-dire ils n'ont pas pris l'initiative d'appeler la CONACYSED. À chaque fois que nous avions été rencontrer le ministre, c'est sur initiative de la CONACYSED. Et vous allez comprendre aujourd'hui les raisons pour lesquelles certainement le gouvernement préfère accorder des priorités à d'autres secteurs. Nous avons ici une note... Parce que vous n'êtes pas le seul secteur. Non, oui. à d'autres secteurs. Nous avons ici une note qui date du 30 décembre 2015 de M. Jean-Fidèle Otando, mesures de régulation et de maîtrise des dépenses. Oui, qui parle 2016. Essayer un peu d'éviter de faire beaucoup de dépenses en rapport avec l'élection présidentielle et consorts. Nous allons... Maintenant, moi je reviens rapidement sur ma question. La priorité ici est accordée à la CAN 2017 aux échéances électorales 2016. Donc même les annonces du porte-parole du gouvernement, c'est un plan bien huilé pour amener les enseignants jusqu'en fin d'année, faire passer les examens et... En réalité, si nous ne mettons pas la pression nécessaire, parce que nous n'avons jamais rien obtenu dans notre pays sans mettre la pression, même les vacations, donc, même la PIP... Monsieur Mombo, en étant réaliste, est-ce que si on paye la PIP et les vacations, les enseignants repartiront dans les salles de classe, sachant que les autres points feront l'objet de résolutions progressives? Vous savez combien de fois le gouvernement a signé des procès-verbaux et les protocoles d'accord avec la CONACYSED? C'est-à-dire qu'il y a des dates qui ont été arrêtées, des échéances, mais le gouvernement n'a jamais respecté ces échéances. Est-ce que si on paye la PIP et les vacations, vous êtes prêts à repartir dans les salles de classe? Nous avons un certain nombre de points qui nous tiennent à cœur. Tous ne peuvent pas être résolus au même moment. Non, en dehors de la PIP, en dehors des vacations, je vous ai parlé tantôt, au début de mon propos, de l'annulation de la mesure sur l'avancement exclusif au mérite. Monsieur Mombo. Le paiement des cas de mission de la PIF. Donc on comprend en subliminal que si on paye la PIP et les vacations, les enseignants repartiront. De toute façon, si le gouvernement aujourd'hui fait un signal fort, la CONACYSED, ce ne sont pas les leaders syndicaux que nous sommes qui décidons. D'accord. Nous nous retrouvons en assemblée générale. Il reviendra aux enseignants d'apprécier certainement les mesures du gouvernement. Mais je voudrais ici vous rappeler que ce n'est pas la première fois que le gouvernement et nous avions signé des protocoles d'accord ou des procès-verbaux où des dates ont été arrêtées. Malheureusement, le gouvernement n'a jamais respecté
ces échéances. Donc vous comprenez ici que la faute incombe au gouvernement plutôt qu'aux enseignants que nous sommes. Et en dehors de cela, le gouvernement préfère utiliser la violence. Vous avez vu nos camarades d'Alain Barine qui ont été arrêtés pendant la grève, nos camarades qui ont été menacés de mort par le gouverneur. Non, ça c'est des allégations gratuites, monsieur Mombo, c'est des allégations gratuites. Ce ne sont pas des allégations. Monsieur Mombo, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation ce matin. Nous avons des impératifs de temps. Oui, nos camarades ont été derrière les barreaux à Alain Barine. Et nous avons même demandé le limogeage du chef, de l'inspecteur chef de sécurité. Nous allons donc vous remercier, monsieur Kombazola. Nous allons donc terminer notre... Je vais terminer en invitant les enseignants le lundi 15 février à une grande assemblée générale au niveau de l'école publique Martine Olabou pour certainement avoir de nouvelles informations et déterminer encore. Comment vous donnez les informations alors que vous n'avez pas de rencontre? Nous avons des informations. Hier, par exemple, nous avions été reçus par le 3e vice-premier ministre, le ministre de la formation professionnelle. Donc, nous avons des informations à donner certainement à la base. Merci, monsieur Mombo. Nous ne sommes pas contre nos enfants, nous ne sommes pas contre les élèves. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des véritables négociations et que le gouvernement également fasse sa part, c'est-à-dire honore ses engagements pour que nous essayons de revoir certainement la position qui est la nôtre en ce qui concerne la grève. Et malheureusement, lorsque vous parlez de plusieurs secteurs, il n'y a pas que l'éducation qui est en grève. Il y a la santé aujourd'hui qui est en grève. Il y a d'autres secteurs au niveau du pays qui sont en grève, les transports et autres, tout et tout. Donc, pour la même cause, c'est-à-dire le paiement de la PIP. Donc, il n'y a pas que les enseignants que nous sommes qui sommes en grève. Et vous avez vu que la méthode du gouvernement, il faut mettre la pression. Les élèves du lycée d'État savent de quoi je parle. Il a fallu que ces donc élèves... vous traitez déjà avec les élèves? Non, nous ne traitons pas avec les élèves. Mais il a fallu... ça, les élèves nous condamnons même la violence qui a été exercée sur les élèves. Et ça, les élèves, vous ne la condamnez pas? Non, les élèves n'ont jamais été violents. Ah bon? Les élèves n'ont jamais été violents. Quand un enfant jette des projectiles sur des forces de sécurité et de défense... Lorsqu'on viole les franchises scolaires et universitaires, ce n'est pas normal. Non, il n'y a pas de franchises scolaires, il y a des franchises universitaires. Non, mais lorsque les policiers vont tabasser, violenter les élèves dans les salles de classe, c'était pas normal. Il fallait que les élèves restent dans les salles de classe, qu'ils ne sortent pas dans la rue, car la rue est du domaine public. Je vous remercie d'avoir été notre invité ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était Monsieur Mombo de la CONACYSED qui répondait aux questions de Mosley. Restez connectés, c'est le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.